Salut à tous, déjà 5e épisode de cette carrière avec De Koning Quick-Step. On est toujours sur Pro Cycling Manager 2021 et je vous propose ici Milan-San Remo et le Tour de Catalogne, donc des choses assez différentes l'une de l'autre, tout en sachant que notre Julien Alaphilippe national sort d'une victoire un petit peu surprenante sur le Tirreno où il a réussi à surclasser Wout van Aert notamment et Jakob Fuglsang. Et donc on se présente dans la foulée aussi des Strade Bianche, on se présente à San Remo avec deux options principales qui sont évidemment Julien Alaphilippe d'une part. Julien Alaphilippe, je lui avais mis une forme cible à 95 pour cette partie-là du calendrier, puisque son vrai pic de forme, lui, interviendra sur les Ardennaises. Et sinon, l'autre option prioritaire, c'est Sam Bennett, dans la mesure où on arriverait à faire aboutir comme ça un sprint, et on arriverait à passer le Poggio dans, on va dire, une position assez raisonnable pour Sam Bennett. Donc, il y a toujours le petit dilemme, hein. Est-ce que tu le joues pour le puncher ou est-ce que tu essaies de faire aboutir un sprint? C'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Donc le profil, vous l'aurez peut-être reconnu, il me semble en tout cas que c'est un 2013. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, un petit coucou à Cancellara. En fait, l'arrivée n'est pas exactement sur la Via Roma, elle est sur une parallèle juste à côté. Donc, pas grand-chose à signaler dans toute la première partie de course, hein. Ici, voilà, on est au Passo del Turchino et on vérifie juste que tout va bien. Vous avez vu, j'ai mis des efforts à 69. On lève les protections dans la descente pour éviter la moindre chute. Et je rigole parce que il nous est arrivé parfois en multi d'avoir quelques chutes à cet endroit-là. Et bon, il n'y a pas grand-chose à surveiller. Il faut juste être patient, en fait, hein, sur toute cette zone-là. Patient, vigilant. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de vent, en fait. Donc, les possibilités de bordure seront assez réduites. Et moi, évidemment, il y a un moment donné où je vais essayer d'accélérer avec cette équipe pour voir un petit peu comment est-ce que les rivaux potentiellement s'éliminent. Et est-ce qu'on peut quand même pas provoquer une bordure malgré l'absence de vent. C'est pas forcément inouï de penser à provoquer quelques cassures, mais attention, hein, Caleb Ewan par exemple, on a Matteo Moschetti, on a évidemment Wout van Aert qui est toujours présent. Il y a comme ça de très très forts sprinters qui seront peut-être difficiles à décramponner, hein. On pense également à Arnaud Démare, que vous apercevrez ici ou là avec son joli maillot de champion de France. Là. Donc, je ne sais pas, hein, pour être franc, là, on est dans l'approche de la Cipressa, hein, on termine les capis. Je ne sais pas exactement quoi penser. Et puis, figurez-vous qu'il y a cette attaque. Incroyable. Avant la Cipressa, il y a une attaque. En fait, j'avais jamais eu ça. À ce point-là, une attaque de 9 coureurs environ, qui semble assez fort. Alors, on n'est pas vraiment inquiet, hein, bien sûr, mais par contre, ça va nous obliger à rouler. Voilà. J'ai mis l'inoxydable Team de Klerk à rouler très fort. Voilà, nous entrons dans la Cipressa à présent. Et du coup, je me suis mis un peu en mode petit train en me disant, écoutez, puisqu'on a provoqué finalement une accélération avec l'échappée de ces hommes-là, pourquoi est-ce qu'on n'en profiterait pas pour appuyer un petit peu et durcir la course dans la Cipressa. Donc voilà un peu le projet, sachant que Bennett est très très bien positionné. Alaphilippe un peu en retrait, mais il n'a pas besoin d'être aussi proche de la tête, puisque on va dire qu'il a des ressources à tout moment, des ressources assez insoupçonnées. Donc il n'y a pas besoin de trop le fatiguer, je dirais même, en restant dans les 20 premiers, ça suffit largement en fait pour Julien. Vous voyez, j'ai fait mon petit train à ce moment-là, puisque nous sommes là par contre dans une zone cruciale, hein, de la course. On sait, hein, il faut absolument, en approche du Poggio, il faut absolument rouler vite si on veut tout simplement déjà
aborder le Poggio dans les meilleures positions. Alors là, carrément, c'est le mode petit train. Vous voyez que j'ai calé Sam Bennett dans la roue de Caleb Ewan, parce que je me dis, si Ewan passe, eh bien à ce moment-là, Bennett peut-être pourra prendre l'aspiration du sprinter australien. Et voilà, attention, on va tourner à droite dans 2 km et quelques. Tim Declercq est vraiment incroyable hein, sur la capacité comme ça à rouler sans s'épuiser. Waouh! Mais c'est comme dans la réalité en fait. Tim Declercq, je suis baba en fait devant ses capacités. Casper Asgreen ensuite. Voilà, c'est à toi, mon cher Casper, avec Zdenek Stybar, Yves Lampart et Julien Alaphilippe calés dans la roue. Évidemment, je ronge mon frein avec Alaphilippe et puis j'aimerais tellement y aller en fait parce que quand même Alaphilippe qui attaque dans le Poggio, c'est quand même quelque chose d'assez inouï et de super excitant. Donc je me résous à y aller et je me dis que en fait si on se fait reprendre, eh bien Bennett n'aura qu'à terminer le travail en fait en croquant Caleb Ewan. Et il y a comme ça une très très grosse bataille dans la fin du Poggio, y compris même dans le début de la descente, où je vais essayer de faire un petit trou en compagnie de Jasper Stuyven. Et oui, on l'a reconnu. Jasper Stuyven qui s'accroche très très bien sur cette descente du Poggio. Et on sait que si on aborde avec comme ça une 10-15 de secondes les quelques derniers kilomètres, les 2 derniers bornes, hein, on a peut-être de très très grandes chances d'aller au bout. Donc je me méfie quand même juste un petit peu de Jasper Stuyven. Mais Julien Alaphilippe va terminer le boulot. Après tout, c'est lui qui a été l'initiateur de l'attaque, qui récolte les fruits de son attaque. Victoire au panache donc pour Alaphilippe sur Milan-San Remo. Après, bon, je ne me leurre pas. Hein. Nous savons tous que Milan-San Remo gagner avec un puncher, c'est tout à fait faisable. Bon, moi, c'était mon premier Milan-San Remo cette année sur Pro Cycling Manager 2021. Je n'avais pas le pire coureur, évidemment, pour procéder à ce genre de stratégie. Donc, ce qu'il a emporté, finalement, c'est l'attaque dans le Poggio. Le petit coucou à Jasper Stuyven, quand même, vainqueur en titre 2021, qui fait plaisir. Et donc, Julien, qui termine une période ultra parfaite en Italie, avec Strade Bianche, Tirreno et Milano-San Remo. Juste l'ardoise parfaite pour l'ami Julien. On va passer, sans transition ou presque, à, non pas des Flandriennes, mais je vais traiter du Tour de Catalogne, là tout de suite. Vous voyez que quand on joue sur DB, là moi c'est DB Barna, il faut faire attention parce que les zones de vent peuvent ne pas être sur le variant qui a été sélectionné, donc je ne peux que vous inciter à aller changer votre variant dans ce cas-là, pour avoir le vrai variant 2021 avec les zones de vent. Mais ça, c'est un sujet qu'on abordera dans l'épisode prochain, puisque je vous proposerai 3 jours de Bruges-la-Panne, Gand-Wevelgem, ainsi que le GP de l'E3, bien sûr, entre les deux. Et je pense qu'on terminera avec, à travers la Flandre, il y aura vraiment matière à s'intéresser à la bordure et à l'effet des zones de vent dans le jeu. Je referme la parenthèse puisque l'étape 1 du Tour de Catalogne a déjà démarré. Alors, vous noterez que si vous avez un petit peu suivi mes compositions, on va dire, d'équipe pour la période, on va dire, qui va jusqu'au Giro, ici, il y a quelques hommes qui sont prévus pour aller sur le Giro. Je pense à Elio Keisse, je pense à Jean Almeida, évidemment à Faustino Masnada, Fausto, pardon. Qui d'autre? Évidemment, notre sprinter, Davide Bellerini. Et en revanche, Honoré, Bagioli et Van Sevenant, eux, sont des équipiers qui ont besoin de jours de course, mais ce sont des équipiers dédiés à Julien Alaphilippe pour les Ardennaises. D'accord, donc ces 3 derniers là n'iront pas sur le Giro. Toutefois, j'ai voulu un peu faire 2 types de préparations différentes en vue du Giro. C'est-à-dire que pendant que Remco Evenepoel et quelques autres, notamment Peter Seri ou Knox, se reposent, ou alors pour Seri et Knox ont d'autres activités, et en attente d'un stage massif en vue du Giro,
qui commencera début avril, ben en fait, certains sont alignés sur le Tour de Catalogne, et donc c'est l'occasion pour Almeida d'être leader. Hein, donc c'était aussi sympathique de pouvoir lui offrir ça. Alors la première étape, elle a beau être estampillée vallonnée, nous la connaissons par cœur, hein, cette étape-là. Vous voyez qu'en fait, il n'est pas interdit de penser que Ballerini puisse, dans le final, imposer sa pointe de vitesse. C'est donc dans ce sens-là que j'ai joué avec Van Sevenant pour initier, puis Bagioli en poisson pilote d'occasion, et Ballerini qui vient comme ça terminer le boulot. Il faut dire que le plateau de sprinter sur ce Tour de Catalogne n'est pas folichon. C'est quelque chose c'est une chose à laquelle nous sommes un petit peu habitués, qui n'est pas notamment non plus déconnecté de la réalité, où il arrive fréquemment que le plateau de sprinter sur Catalogne soit pas le plus chargé du monde. Donc les rivaux de Ballerini ici peuvent s'appeler, je crois qu'il y a Bevin, il y a Patrick Bevin, ah oui, on aperçoit Luka Mesgek. On notera que Primož Roglič a quand même sprinté. Et puis voilà, il y a quelques punchers comme Benoît, Calmejean, par exemple, hein, qui ont participé également à ce sprint, ou Michael Woods. Voilà. Donc c'est très intéressant toujours d'observer les choses. En l'occurrence, on commence un petit peu à comprendre quelle est la logique du jeu sur Catalogne. Elle n'a pas beaucoup changé. À ceci près que le contre-la-montre nous intéresse particulièrement. Je vous avais montré que sur l'étape 7 de Tirreno, la meilleure stratégie, semble-t-il, possible était un effort continu à 99 sans moduler quoi que ce soit. Il s'avère que sur ce Tour de Catalogne, qui est un variant 2021, la meilleure stratégie sur ce contre-la-montre de l'étape 2 ne semble pas être le 99 tout du long, puisque sinon la barre jaune serait consommée bien avant la ligne d'arrivée, ce qui fait qu'en fait votre coureur est en fringale, et donc il n'y a plus de possibilité pour lui. Du coup, comme je me suis rendu compte de ça sur Honoré, je me suis dit, donc à vérifier. Faut dire que ce contre-la-montre fait légèrement plus de 20 km. Ce n'est donc pas la même distance. Par contre, il est quand même peu vallonné, hein, il comporte peu de relief. Mais du coup, j'ai appliqué l'autre principe, celui dont je parlais dans une vidéo précédente, où je disais, alors dans ce cas-là, économise ta barre rouge, puisque en dessous de 85, elle n'est pas consommée. Et apparemment, l'effort à 85 consomme légèrement la barre jaune, mais comme il faut, entre guillemets, sur un rythme convenable. Donc, et vous voyez que j'ai utilisé ma barre rouge, comme ici avec Masnada à l'instant, sur la toute fin, en montant un petit peu l'effort. Voilà. Donc je me suis dit, emmagasine de la barre jaune, entre guillemets, tu te fais une réserve, et que tu te fais du 85 presque tout du long, et à la fin, en essayant de le sentir, tu montes à 88, voire 90 pour consommer ta barre rouge et terminer en ayant 0 barre jaune. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire par là. Donc, c'est cool parce que contrairement à ce que je vous disais dans l'épisode 4, on n'a pas perdu la possibilité de pouvoir vraiment jouer sur les contre-la-montre, puisque le 99 tout du long ne fonctionne apparemment pas partout, et c'est tant mieux. Le contre-la-montre de cette étape 2 sur le Tour de Catalogne est hyper important pour le général. Jean Almeida est un vrai bon rouleur, et nous comptons bien en profiter à ce moment-là. Les intermédiaires ne sont pas pourris, mais ne sont pas non plus exceptionnels. Tobias Foss et Vingegaard tiennent le provisoire, mais ce ne sera pas le meilleur temps. Almeida va venir comme ça, pas trop loin, ça va, le temps est assez correct. Cependant, il est battu quand même par plusieurs coureurs, dont même Thibaut Pinot. Ici, je me suis amusé un petit peu à accélérer pour voir. Je passais de 85 à 99 avec Van Sevenant, et on a laissé sur place Tige Benoît qui était en train de le reprendre. C'était juste une petite pour se marrer. Autre observation, en fin d'épisode précédent, je vous ai dit que Primož Roglič n'avait pas été aligné sur Paris-Nice et Tirreno, que c'était un petit peu choquant quelque part, mais du coup, je vous avais dit, en gros, il sera quand même en Catalogne. Mais regardez, il va nous claquer comme ça la victoire d'étape
sur cette étape 1, ce sera pour Primoz Roglic, donc énorme domination du team Jumbo-Visma, qui comme ça s'installe au général. Regardez, au général, ça va donner quoi? Ça va donner Roglic déjà en tête, Almeida 32 secondes sur Roglic, elles vont être bien difficiles à reprendre, hein, faut pas se mentir. Puis Bernal n'est pas très loin d'Almeida, mais il est derrière, Geraint Thomas également, au moment d'attaquer l'ascension vers Valter 2000 sur l'étape 3. Donc c'est assez rassurant en fait, la perf de Roglic, elle me rassure par rapport au jeu. Ça prouve quand même que si le jeu se donne les moyens de donner un objectif à Primoz Roglic, même si on sait que son vrai objectif à lui, puisque j'avais fouiné un peu du côté de Jumbo-Visma, son vrai objectif est sur les Ardennaises, hein, le premier objectif de sa saison, et le deuxième, ce sera le Tour de France. Mais n'empêche qu'il a il a apparemment une zone cible à 95% sur Catalogne, et donc par là même, il a plutôt un objectif de performance. Donc c'est intéressant, on observe que le team Jumbo-Visma évidemment essaie de contrôler la course, donc très bon comportement ici. On contrôle pour le leader Roglic. Donc j'aime ce que je vois en fait sur ce Tour de Catalogne, à savoir on va mettre de côté l'étape 1 qui est un petit peu hors catégorie en ce sens que elle est assez facile à remporter. Donc on met de côté l'étape 1, mais surtout moi je dis qu'à partir du contre-la-montre c'est très bien. Et vous allez voir que cette étape 3 va aussi avoir du sens. Hein, ce ne sera pas du tout une arnaque, ni même une déception. Ce sera une étape qui va se finir d'une manière qui fait plutôt plaisir et qui donne foi en les possibilités de PCM 21. Donc toujours le travail ici, à 15 bandes de l'arrivée, toujours le travail du team Jumbo-Visma. On aperçoit Egan Bernal qui est peut-être prêt à partir. En tout cas, il est remonté aux avant-postes. Thibaut Pinot, va lancer une offensive en suivant Michael Woods ainsi que Vlasov de chez Astana. Donc, oui, intéressant tout ça. Est-ce que derrière Jumbo-Visma va réussir à faire le boulot? Pas vraiment en fait. Les Vingegaard également est en train d'être un petit peu bousculé, ce qui fait que c'est le team Ineos qui a pris un petit peu les commandes. À présent, il y avait eu un effort de DSM juste après, regroupement et réattaque de quelques hommes ici. Voilà, je crois que c'est Hindley. Ouais, c'est pour ça que DSM bossait en fait. Il préparait une attaque d'Hindley avec Thibaut Pinot. Je crois que Vlasov en a aussi profité pour essayer de sauter dans la roue. Donc intéressant l'histoire, intéressant. Moi ici, j'essaye de répliquer parce que j'ai remarqué qu'il fallait vraiment se méfier, mais on est encore loin de l'arrivée. Hein. Il fallait vraiment se méfier lorsque l'IA partait un petit peu trop loin, on avait du mal à la poursuivre. On a une belle forme du jour avec Almeida, ce qui permet quand même de faire pas mal de choses. Tiens, Roglic et Bernal reviennent à la hauteur presque de notre grimpeur portugais, d'autant plus que Adam Yates fait un joli boulot pour tout le team Ineos, vous allez voir, parce que Egan Bernal est là, mais il n'est pas seul. Vous avez également, voilà, juste derrière Bernal, là, qu'est-ce qui arrive? C'est Martinez. Devant, ça se tire la bourre entre Pinot et Hindley. Geraint Thomas également remonte. Vous voyez, les Ineos sont plutôt pas mal sur la fin de cette ascension. Moi je fais ce que je peux à un moment donné pour essayer de décrocher tout le monde. C'est un coup de bluff en fait. C'était Carapace qui est là, mais regardez, l'histoire est pas finie. Qui est-ce qui va s'imposer? Il va y avoir pour le coup une domination Ineos, puisque Martinez va s'imposer devant. Est-ce que c'est Landa qui fait 2 ou est-ce que c'est Carapace? Oui, c'est Landa. Carapace, Roglic vient s'intercaler, Almeida également, et Bernal est totalement placé. Thibaut Pinot, Lopez et Hindley ainsi que Simon Yates sont pas mal. Après par contre derrière ça subit déjà. Hein. Donc il y a 10 hommes qui auront terminé de sorte à se placer pour le général sur ce Tour de Catalogne. Donc grosse domination Ineos après la domination Jumbo-Visma précédente. Ça fait plaisir parce que ces deux équipes apparemment avaient coché le Tour de Catalogne et elles s'y comportent bien, donc ça nous laisse de l'espoir sur le jeu si vous voulez. J'entends par là que si les choses étaient mal goupillées en permanence, là ce serait carrément démoralisant. Hein. Mais c'est pas le cas ici, donc très bien.
je ne regrette pas d'avoir joué ce Tour de Catalogne, puisqu'il y a des enseignements positifs à tirer. Étape 4, dans la foulée. Alors celle-là est également, on va dire, montagneuse, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Nos amis Ballerini ou Ilio Keisse, entre autres, serviront de protecteurs le plus longtemps possible, et puis après, ils se relèveront, comme sur l'étape précédente. En revanche, pour ce qui concerne Honoré Baggioli et Vance Venant, on va voir jusqu'où est-ce qu'ils sont capables d'accompagner, sachant que normalement Masnada doit être le dernier soutien d'Almeida. En tout cas, c'est comme ça que j'ai construit mon équipe. Voilà, première ascension qui ne fait pas mal à grand monde, étant donné que le rythme est très très léger. Est-ce que le Team Ineos va se mettre au boulot ou pas? On se le demande. Est-ce que c'est plutôt Jumbo-Visma qui va essayer de verrouiller la course et imposer son tempo? Ça semble être le cas. Vous voyez encore du team Jumbo-Visma là qui roule devant. J'attends, moi, évidemment, je n'ai absolument aucune raison de prendre la course à mon compte. Ici, on est tout petit, en Catalogne, on n'est pas du tout la De Koning Quick Step sur les Flandriennes. Donc ici, on se fait oublier, et si on peut surgir à un moment donné, on ne va pas se gêner. Mais en revanche, on n'est pas grand-chose. Donc, deuxième ascension du jour, c'est quand même une très belle ascension. C'était surtout le début qui était très violent. La deuxième partie de l'ascension est quand même un peu plus calme, mais aura bien consommé les forces de mes hommes, et ainsi on se retrouve plus qu'à 2. Il y a juste Masnada qui va peut-être pouvoir épauler Almeida, et en vérité il y a un troisième homme qui pourra quand même intégrer le groupe de devant, c'est Vance Venant qui va rentrer dans la descente, et donc protéger Almeida pendant un petit moment dans l'ascension, dans le début de l'ascension finale. Attention, ne nous méprenons pas, Vance Venant va sauter, en plus il est à -3, lui aussi il a un pic de forme qui est prévu sur les Ardennaises, c'est comme Baggioli et comme Honoré, comme Alaphilippe d'ailleurs aussi dans cette équipe. Donc à partir de là, on ne s'offusque pas qu'une course de préparation soit le théâtre d'une forme du jour un petit peu mauvaise pour lui. Attaque de Michael Woods, on a également Alexander Vlasov qui a des fourmis dans les jambes, Simon Yates, Jay Hindley qui immédiatement essayent de prendre la course à leur compte pour essayer de boucher l'écart avec les deux hommes partis précédemment. Il reste un petit peu plus de 7 km. Almeida, malgré sa forme plus 5, ne semble pas au mieux. En fait, j'ai été court d'un équipier, très probablement. On voit Bernal ici qui contre-attaque, très très belle contre-attaque de Egan Bernal, Simon Yates, Vlasov, Roglic a fait le jump et est revenu dans la roue de Bernal, et nous, on fait l'effort un petit peu tout seul, avec Jean Almeida, pour recoller quand même. C'est assez énorme. Yates, entre-temps, a lâché et on l'a dépassé. J'attends le moment où je vais pouvoir prendre la roue de Roglic. Non, ce dernier va attaquer, et nous n'avons plus qu'une seule option, c'est terminer en effort curseur, légèrement au-dessus de 60 pour bouffer la barre rouge restante. Mais l'avantage tout de même, c'est qu'on est en course pour un podium, mine de rien, grâce à cette étape-là, puisque la distance avec Vlasov a tendance à augmenter. Par contre, Roglic devant et Bernal s'explique à la loyale. C'est Roglic qui va comme ça déposer le Colombien. Voilà. Donc, victoire de Primož Roglic, ici, au sommet de Port-Aîné. Et Almeida vient prendre une 3e place sur laquelle je ne crache pas. Je la trouve déjà valeureuse. Vlasov, pas mal. Lopez également. Et par contre, le Team Ineos, ça a peut-être un peu plus souffert sur cette étape-là que sur la précédente, où ils avaient été particulièrement présents à l'avant. Dommage. Dommage pour eux. Et derrière, après, c'est l'arrivée au compte-gouttes dont on a l'habitude. Il faut juste rentrer dans les délais, et puis au-delà de ça, pas d'autres exigences. Voilà. Donc très belle victoire pour Primož Roglic. 15 secondes de plus les bonifs gagnés sur Egan Bernal. Et au classement, du coup, là, il y a un gros écart. Parce qu'il y avait le contre-la-montre également, que Roglic avait remporté
Roglic, il a déjà 1 minute sur Bernal et 1,17 sur Almeida. Et il y a déjà beaucoup d'écart avec la quatrième place. Hein. Donc le podium est peut-être déjà connu. Vous voyez que le pic de forme d'Almeida là est encore valide. Ça me fait plaisir et à la fois ça m'embête. Parce que vous avez compris pourquoi. Hein, parce que ça retarde la création de son futur pic pour le Giro. Ce qui veut dire que sûrement qu'on aura notre pic de forme sur le Giro avec Almeida, on l'aura en deuxième partie de Giro. Après, c'est toujours bien de l'avoir, quoi qu'il arrive. Hein, et quelque part, la fin de Giro peut aussi être le moment où tout se joue. Donc, c'est pas forcément un problème. Mais faut juste tenir le coup et pas prendre trop d'éclat dans les premières étapes. J'ai envoyé le petit Danois puncher Honoré à l'avant dans l'étape 5. Histoire de voir, après tout. Honoré est un coureur assez intéressant avec son petit 77 en vallon, là. C'est particulièrement respectable. Il est pas dégueu par ailleurs. Il y a peut-être même une marge de progression. Donc c'est un coureur qu'on est content d'avoir. Et surtout, la question, c'est l'échappée peut-elle aboutir ou pas? La réponse, elle vient presque de s'afficher en bas en regardant les écarts. 1,30, un petit peu moins 1,20. C'est en train d'accélérer considérablement derrière. Et donc, ça veut dire que les échappés risquent d'être privés de victoire d'étape. Ici, en plus, ça ne s'entend plus. Ciccone place une contre-attaque sur ses compagnons d'échappée restants. Moi, je prends la roue de Giulio Ciccone, qui semble être en belle forme sur ce Tour de Catalogne. Donc, on a du bon Ciccone. Après, on va essayer de résister en collaborant avec Ciccone, voyant si à deux, on ne pourrait pas essayer de passer la difficulté et peut-être basculer. Si on bascule avec 30 secondes, on peut aller au bout. Hein. C'est une certitude, sauf qu'il n'y aura pas du tout de possibilité de basculer avec 30 secondes, comme je vous le disais, puisque derrière, ça a roulé. Pour le compte de Michael Woods, hein, c'était ISN qui a un peu durci les choses. Du coup, moi, je me dis, ah ouais, bon, puisque c'est ça, Almeida va se positionner à l'avant, et on va voir un petit peu s'il n'y a pas un piège à tendre, soit à Bernal, soit à Roglic, sur cette fin d'étape 5. Après tout, Almeida n'est pas un mauvais puncher non plus, même si sa meilleure note, c'est 81. Parce qu'il a progressé en fait. Il a eu la chance d'avoir un up assez considérable déjà au cours des 3 premiers mois de la carrière. Je crois que ce sont des choses qu'on décide pas forcément toujours. Il y a une part d'aléatoire. Hein. Et je l'entraîne en course par étape. Et en l'occurrence, Almeida et son petit up, ça nous a donné un 81 en montagne, mais ce n'était pas le cas au début du jeu. Je me souviens plus combien il avait au début, mais il avait peut-être 79 ou quelque chose comme ça. Alors, 32 hommes pour un final qui n'est absolument pas fait pour nous. Je prends des roues à tout hasard, mais tout cela ne tournera pas en notre faveur, mais c'était un petit peu difficile là. Hein. On n'avait pas le puncher typique pour s'imposer. Victoire qui me fait plaisir personnellement, puisque j'aime bien Astana. Victoire de Yon Izagirre devant Michael Woods. Parfait. Il y a une petite place ou nette dans le top 5 pour Masnada. C'est toujours quelque chose sur lequel on ne crache pas. Ça peut filer le moral au coureur en question de faire une place, après tout. Et c'est McNulty qui avait complété le podium de cette étape 5. Le général n'a pas beaucoup évolué, hein, bien sûr. Roglic, Bernal, Almeida, et puis derrière, il y a quand même 1,25 environ de marge sur Carapace, ce qui devrait mettre Almeida à l'abri de toute mauvaise surprise, à confirmer tout de même. À confirmer. Et puis là, avant d'aborder l'étape 7, qui se terminera avec des boucles autour dans Barcelone, en fait, et sur Montjuic, il y a une étape 6 qui est pour le coup assez tentante. C'est sûr qu'on peut espérer quand même là-dessus peut-être faire triompher Ballerini une deuxième fois, parce qu'il a déjà pris l'étape 1. À l'avance, je visais un petit peu l'étape 6, donc celle-là. Je me suis donc résolu après à essayer de contrôler l'échappée pour me donner toutes les chances d'une arrivée au sprint
pour Ballerini, petite forme -1, c'est normal, hein, il est déjà en préparation pour le Giro, hein, il est pas du tout en forme optimisée, on n'avait pas du tout coché ça comme objectif, mais toutefois, même à -1, il reste le meilleur sprinter du groupe, donc on va essayer de voir. Enfin, attention quand même à quelques types. Là, on a aperçu Team Bike Exchange qui roulait. Très probablement, voilà, il y a Mesgek, il y a Impe, non, il n'y a pas d'Ariel Impe, il n'est pas là. Il y a Mesgek sur ce tour de Catalogne. Puis il y a quelques autres comme ça qui peuvent éventuellement essayer de nous damer le pion, mais non, Impe, il est sur les Flandriennes. Voilà. Donc on va essayer de mettre sur orbite Ballerini. Et vous voyez, je vais lâcher, mais au tout dernier moment, en fait. Voilà. On va lâcher au tout dernier moment, on va libérer Ballerini très très tardivement, grâce à un excellent travail de Van Sevenant. Voilà. Et c'est Patrick Bevin, voilà, qui vient comme ça prendre une jolie deuxième place. Je crois que Kubeka Assos avait bossé un peu pour Van Rensburg. Et donc Bevin, ouais, de ISN qui venait comme ça compléter tout ça avec un Mesgek aussi pour lequel le Bike Exchange a pas mal bossé. Des coureurs intéressants, soit dit en passant, pour une autre carrière. Ça peut être intéressant ces mecs-là parce qu'ils sont absolument pas favoris. En tout cas, ils sont presque jamais favoris de quoi que ce soit. Mais par contre, il y a moyen de se faire plaisir avec et de gagner quelques courses retentissantes, à mon avis, vu leur note. Étape 7, on va donc en terminer maintenant avec ce Tour de Catalogne. Les 6 tours de circuit dans le final s'offrent à nous, là-bas, vous voyez. Et il y a surtout un truc qui pimente la course. Moi, j'ai envoyé Masnada parce que je me dis que s'il y a une petite victoire à prendre, ça peut toujours faire plaisir au bonhomme. Mais c'est pas tellement pour ça que je l'ai envoyé à l'avant. La victoire n'est pas le seul truc que j'ai en tête. Il se trouve que par le jeu des places au sommet et au GPM, Almeida, à ce stade-là, est porteur du maillot de la montagne. Et en fait, au sein de l'échappée, il n'y a pas de rival à la base très très dangereux pour le maillot d'Almeida. Mais rapidement, il y en a un qui va se dégager comme étant un rival potentiel. Alors qu'on voit ici Calmejean qui fait le jump pour essayer de reprendre Ciccone. Masnada ne peut rien opposer en poursuite vis-à-vis de ces deux-là. Il est moindre puncher par rapport aux deux autres. Et du coup, je commence à me dire, mais attends, mais Ciccone, il est en train de se faire 10 points à chaque fois. Il est en train de... Et donc, si on compte bien, il y a 60 points à gagner rien que sur les GPM de deuxième catégorie, plus un petit point par-ci par-là qu'il avait peut-être précédemment. Et en fait, il y aurait moyen de piquer le maillot à Almeida. Et du coup, je me dis, on peut se permettre d'essayer de sauver le maillot à ce stade-là. Donc, Van Sevenant puis Masnada, qui est rappelé à l'arrière, vont œuvrer pour Almeida, qui va avoir juste 2 passages pour essayer de sauver son maillot. Regardez ici, hop, il va réduire l'écart un petit peu. Réduire l'écart. Il va conserver 7 points d'avance, si vous voulez, grâce au fait d'avoir franchi comme ça derrière Ciccone, finalement en deuxième position. On demande à Masnada ensuite de fournir un effort considérable dans la descente pour essayer de se rapprocher de Ciccone, des fois qu'il y aurait moyen de le reprendre, même si quand même là, à ce stade, moins de 10 km, 1 minute 20, ça sent bon pour Ciccone, donc il faut absolument viser les points de la deuxième place au GPM. Donc c'est pas évident, parce qu'il y a quelques coureurs, on appelle soit Woods et Tish Benoît, là, qui essaient de... eux, ils essaient de rattraper Ciccone. Ils essaient pas de prendre les points montagne, mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est les points montagne. On aperçoit Ciccone, là, qui est pas loin. On aurait peut-être pu l'avoir, mais Almeida va être un petit peu court. Mais heureusement, voilà, marqué les quelques points qui font qu'on va sauver le maillot pour pas grand-chose. Hein. On le sauve pour 2 petits points. Et... Ah ouais, voilà, j'ai trop attaqué. J'ai voulu trop forcer. Et le maillot est sauvé, Dieu merci.
Mais regardez, hop là, et Bernal qui vient de passer. Il avait été distancé, le bougre. En fait, on aurait pu reprendre la deuxième place du général à Egan Bernal sur ce coup-là, pendant que Ciccone s'envole vers une victoire ultra méritée. Le mec était dans l'échappée depuis le départ. Donc, superbe victoire de Ciccone. Derrière, ça sprint Woods et Benoît pour les places d'honneur. Roglic a franchi la ligne avec Benoît et Woods. Derrière, Vlasov, Masnada, Almeida que j'ai fait sprinter. Et Almeida, c'est rigolo, va malgré la chute tout de même reprendre un peu de temps à Bernal qui termine très très mal cette étape-là. Alors, du coup, il y a eu chute. Sinon, en fait, on aurait pris la deuxième place du général. Hein. Est-ce qu'on va quand même pas la prendre finalement, grâce à ce finish où Almeida était en mode boulet de canon. Bon, toujours est-il donc que l'écart ici, on voit, n'est peut-être pas suffisant avec Egan Bernal. Regardons tout de suite le général. Non, voilà. Deuxième place conservée pour le coureur du Team Ineos pour 6 petites secondes. En revanche, Roglic aura vraiment survolé ce Tour de Catalogne. Ben là, ça fait plaisir, bravo le jeu. Parce que au moins, quand... non, c'était 4 petits points d'écart pour le classement de la montagne. Bravo le jeu, puisqu'au moins, quand il prévoit Roglic quelque part, d'ailleurs là il y a une belle équipe autour, au moins le Slovène fait le boulot, donc ça rassure, ça veut dire qu'on ne va pas non plus se balader et gagner partout, y compris sur course de préparation, quoi. Un petit aperçu des états de planification là actuellement, donc voilà ce que je me suis permis pour Almeida, une petite forme 95, j'ai remarqué qu'il est Ballerini, pareil, hein, même projet, hein, c'est Giro, hein, bien sûr, en tête. Il y a du stage, hein, en attendant, ils vont faire pas mal de stages, de jours de stage. Il y a également Masnada, hein, je pense, voilà, c'est ça. Masnada, donc vous voyez, ils ont tous une forme à 95 aux alentours du Tour des Alpes. Comme ça, je suis certain qu'on va monter au-dessus de 95 au début du Giro et qu'on aura un bon état de forme. Après, tout ce qui reste à espérer, c'est que ces mecs-là n'est pas leur fatigue qui explose trop. Donc on va l'examiner pour le moment. Vous avez Remco qui a glissé dangereusement vers les 83%, mais ça va remonter, il n'y a pas de problème. Il s'est bien reposé, on va dire. Almeida, en revanche, c'est un autre modèle. Il s'est moins reposé, mais du coup, sa forme est plus haute. Je ne l'enverrai pas en Romandie, hein, comme vous le voyez. Cavagna, il est plus sur le modèle Remco, c'est-à-dire qu'il est descendu, mais d'un autre côté, maintenant, ça va y aller à fond. Masnada sur le modèle Almeida, évidemment. Et puis après, il y a deux autres modèles qui sont un peu... trois autres gars qui sont un peu sur un autre type de préparation. C'est Knox, Seri, Case. Voilà, et pour terminer, Davide Ballerini. Notre sprinter qui devra un petit peu se débrouiller. On va y arriver. Voilà. Davide Ballerini, le sprinter italien, devra se débrouiller un peu sur le Giro. Hein. C'est clair, il est sur le modèle Almeida. Et donc, normalement, je suis assez confiant pour ce qui est de l'élaboration du bon pic, plus ou moins au bon moment. Enfin, ça, c'est les épisodes prochains qui nous le diront. Donc, c'est pas forcément gagné. Donc, voilà, oui, je voulais aborder ce Giro, puisque c'est quand même ce qui se profile à l'horizon, hein, le Tour d'Italie, pour ces mecs-là. Puis, promis, je vous en parle plus avant le Tour de Romandie, puisque ce sera à ce moment-là qu'on pourra se réintéresser à tous ces magnifiques coureurs. Voilà. L'épisode prochain sera un épisode de bordure et de zone de vent. Hein, j'insiste bien, on va provoquer des cassures, je crois. La Deceuninck Quick-Step n'est-elle pas reconnue comme étant l'équipe adepte de ce genre de comportement ? Allez, à bientôt.